Alors, bonsoir à tous. Alors, comme l'a dit Roberto, je vais vous présenter un cas clinique qui concerne une jeune femme enceinte avec un groupe très particulier qui nous a causé pas mal de soucis au laboratoire et en salle également. Alors, avant de commencer ce cas clinique, j'aimerais reposer quelques bases d'immunohématologie. Alors, à l'heure actuelle, il existe 43 systèmes de groupes sanguins avec le système ABO, RH, KEL, etc., qui contiennent plus de 350 antigènes au total. Et le système qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le système RH, qui est un système extrêmement polymorphe, avec 55 antigènes dans ce système, et il est également extrêmement immunogène, étant donné que c'est le deuxième système le plus immunogène après le système ABO. Alors, ce système est codé par deux gènes situés au niveau du chromosome 1, donc le gène RHD et le gène RHCE. Donc, le gène RHD code pour la protéine RHD qui porte notamment l'antigène D, et le gène RHCE code pour la protéine RHCE qui porte également notamment le grand C, le petit c, le grand E, le petit e. Alors, ces antigènes grand C, petit c et grand E, petit e sont des antigènes qu'on appelle antithétiques, c'est-à-dire que si nous n'avons pas l'un, eh bien, on a l'autre, ou bien on a les deux, mais l'absence des deux, a priori, n'existe pas. Alors, parmi ce système RH, il existe également ce qu'on appelle la RH-associated glycoprotein, qui, avec le RHD et le RHCE, forme le RH complexe, qui est accroché au cytosquelette du globule rouge via la CD47 et la protéine 4.2 et également la bande 3. Et finalement, ce RH complexe va jouer un rôle au niveau de la morphologie des globules rouges. La présence de cette protéine RAG est une condition sine qua non pour l'expression du système RH à la surface du globule rouge. Alors, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir passer au cas clinique. Donc, on a affaire à une jeune femme de 36 ans, enceinte de son deuxième enfant. Elle a été transférée au CHU Brugmann pour grossesse à haut risque, à 32 semaines de grossesse, donc très tard. Et effectivement, c'était une grossesse à haut risque, étant donné qu'il y avait donc un bébé avec une acide importante, très peu de mouvement fœtal, et lors de la mesure de la vélocité du pic systolique de l'artère cérébrale moyenne, donc qui est une mesure qui permet non invasive, qui permet de prédire les anémies chez le fœtus, eh bien, lors de cette mesure, on était face vraisemblablement à une anémie sévère. Et lors de cet examen gynécologique, la patiente a également annoncé qu'elle avait un groupe sanguin spécial et que c'était peut-être ça le souci. Alors, voici ce que nous avions observé au sein du laboratoire. Alors, ce sont des petites cartes avec des puits dans lesquelles on vient mettre en contact les globules des patients avec des anticorps qui sont dirigés spécifiquement contre l'antigène qu'on veut détecter. Donc là, on essaie de venir détecter les antigènes A, B et D, et si on a une réaction positive, donc un complexe anticorps-antigène, eh bien, il y a agglutination des globules rouges, et celle-ci ne traverse plus le gel. Ici, donc, on est face à une réaction négative. Ici, c'est ce qu'on observe lors d'une réaction positive. On est donc face à une patiente qui est de groupe sanguin O, négatif. Jusqu'ici, tout va bien, mais lorsqu'on observe le système RHCE, on voit qu'il n'y a ni grand C, ni petit c, ni grand E, ni petit e. Alors, deux solutions, soit on a oublié de mettre les anticorps, soit je vous ai menti. Eh bien, c'est la deuxième option, je vous ai bien menti. Il existe des exceptions qui viennent confirmer la règle, bien entendu. Il existe des phénotypes qu'on appelle RH nul ou golden blood, qui sont des globules rouges qui n'expriment aucun antigène du système RH à leur surface. Alors, ils sont extrêmement rares. Il en existe deux types, le type amorphe, 5 cas seulement décrits dans le monde. Ça correspond à une délétion homozygote du gène RHD associée à une mutation homozygote également inactivante du gène RHCE. Le type régulateur est le plus fréquent finalement des phénotypes RH nul et correspond à des mutations inactivantes homozygotes ou hétérozygotes composites du gène RAG. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans protéine RAG à la surface des globules rouges, il n'y a pas d'expression du système RH à la surface des globules rouges. Alors, dans le cadre des grossesses, il est généralement cherché
Comment ça se fait? Donc, généralement, on vient rechercher la preuve d'une allo-immunisation de la maman contre les globules rouges de son bébé. Et donc, comment ça se passe en pratique? Eh bien, on vient prendre le plasma de la maman qu'on va mettre en contact avec des globules rouges phénotypés, avec des antigènes particuliers à la surface de ces globules rouges. Et ça se passe également dans des petits puits comme ceci. Et donc, s'il y a présence de l'anticorps, eh bien, il y aura une réaction positive et donc allumination des globules rouges. Donc, exemple, avec, par exemple, si on a un anti-petit e dans notre plasma, eh bien, on aura la cellule 1 qui est positive ici, car cette cellule a le petit e, la cellule 2 également. Par contre, la cellule 3 ici sera bel et bien négative parce que ces globules n'ont pas de petit e à leur surface. Alors, voici ce qu'on a observé chez notre patiente. Toutes les cellules de notre rail et de notre panel étaient positives. Alors, je ne vous l'ai pas mis, mais son Coombs direct était bel et bien négatif, ce qui veut dire que c'était pas un auto-anticorps, mais bien un allo-anticorps. Et on appelle cet allo-anticorps un anticorps antipublic. Alors, quels sont les types d'anticorps qu'on peut observer chez les patients RH nul? Alors, tout d'abord, ils peuvent s'immuniser contre le D, le grand C, le petit E. C'est ce que j'ai mis ici avec le RH1, 2, 3, 4, 5. Mais ils peuvent également développer des anticorps anti-RH29. Alors, le RH29, c'est un antigène qui est public et qui est présent à la surface des globules rouges de tous les patients, de tous les globules rouges qui possèdent un système RH. Alors, fatalement, les patients RH nuls qui n'ont pas de système RH peuvent développer, c'est allo-immunisé contre ce RH29. Il existe également les anticorps anti-HR0. Alors, cette patiente, elle était déjà connue. Après son bébé, son premier bébé, elle avait développé, d'après un rapport du Centre national de référence, des anticorps anti-RH29 et un anti-RH5 qui est l'anti-petit e. Alors, chez nous, on a titré cet anticorps, ce qui permet de suivre le risque de maladie hémolytique fétale. Et ce titre était extrêmement élevé, il était à 2048. Alors, on dit que pour les systèmes RH, le titre des anticorps et le risque de maladie hémolytique néonatale et fétale est élevé à partir de 1 sur 8. Alors, on a rapidement procédé à une cordosynthèse qui nous a permis d'avoir le groupe sanguin du bébé qui était A-, petit c, petit c, petit e, petit e, quel nègre. Il avait donc bien un système RH. Il était vraisemblablement anémique. Et on a également procédé au Coombs direct pour voir s'il avait des anticorps fixés sur ces globules rouges. Et donc, c'était bien le cas. Le Coombs direct était extrêmement positif. Et lorsqu'on est venu identifier cet anticorps, eh bien, on a identifié l'anti-RH29, l'anti-public de la maman. On a également mesuré les marqueurs d'hémolyse intravasculaire qui étaient extrêmement élevés. Ce qui signe la présence de la maladie hémolytique fétale. Alors, on se retrouvait face à deux problèmes. La maman, avec son anti-RH29 qui bloque les transfusions, et son risque d'hémorragie postpartum qui est bel et bien présent, même si le risque est faible, et le bébé avec sa maladie hémolytique fétale et le passage passif des anti-RH29 chez lui. Alors, on a recherché, donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait des poches d'autodon de la maman qu'elle avait fait au préalable à la Croix-Rouge, de 3 unités d'RH nul. Et au niveau mondial, on n'avait pas grand-chose. En Espagne, on avait une ORH nulle, mais qu'elle positive, alors que notre maman et le bébé sont qu'elle négatifs. Et des poches ARH nul congelées en France et en Allemagne, qui pourraient éventuellement convenir pour le bébé une fois sorti du ventre de la maman. Alors, voici ce qui a été pris comme décision au niveau multidisciplinaire en concertation avec les anesthésistes, les gynécologues, les néonatologues et des hématologues. Eh bien, en prénatal, on a pris en charge la maman qui a, de par son groupe sanguin, une anémie hémolytique chronique. Et donc, on lui a donné de l'EPO, de l'urgectafer. Et pour le bébé, sa maladie hémolytique, de par l'anti-RH29, la décision a été prise de faire 2 transfusions intra-utéro avec les poches ORH nul de la maman congelée à la banque de sang. 2 transfusions utérines à distance de 10 jours environ. Une césarienne très rapidement après la seconde TIU et en post-natal, la prise en charge de la maman et de l'éventuelle hémorragie du postpartum, une hystérectomie pour stopper l'hémorragie, un pré-traitement avec des corticoïdes et des immunoglobulines en intraveineux pour
prévoir une transfusion en incompatible parce que si c'est une hémorragie du postpartum, on aura besoin d'énormément de poches et donc on ne pourra pas gérer avec des RH nul, on n'en aura pas. Et donc, on devra transfuser en incompatible à ce moment-là. Et si elle a une anémie sévère mais stable, donc pas d'hémorragie, alors on pensera à décongeler la dernière poche RH nul de la Croix-Rouge. Pour le bébé, une exsanguinotransfusion avec les 2 poches ARH nul de Paris pour venir éliminer un maximum d'anticorps maternels et stabiliser son hémoglobine. Voici ce qui s'est passé en réalité. Alors, 5 grammes d'hémoglobine à la première cordosynthèse, transfusion in utero rapidement qui remonte bien son hémoglobine à 10. 10 jours plus tard, cordosynthèse, son hémoglobine a chuté à 7. On procède à la 2e TIU comme prévu. Son hémoglobine remonte bien. Malheureusement, le lendemain de la 2e TIU, la maman présente une fièvre et une tachycardie chez le bébé également, et donc la décision a été prise de faire une césarienne en urgence ce jour-là. La césarienne s'est très bien passée, la maman n'a pas saigné. Par contre, le bébé, au sang de cordon, montrait une bilirubine très élevée. Pour un sang de cordon, et donc il a été ordonné de décongeler les 2 poches ARH nul à Paris, et pendant la décongélation, on envoie un taxi jusque Paris. Voici ce qui s'est passé en termes de bilirubine ici en rose, d'hémoglobine pardon ici en rose, de bilirubine totale en vert et de bilirubine conjuguée en bleu, depuis sa naissance jusqu'à l'heure actuelle. Alors dès les premières heures, on voit que la bilirubine totale augmente très rapidement, et donc dès l'arrivée des poches de Paris, il y a eu l'exsanguinotransfusion a été réalisée de suite, ce qui a permis de stabiliser la bilirubine, mais pendant un très court temps. Et on voit que dans la nuit qui a suivi, la bilirubine a recommencé à augmenter de manière assez importante. Et donc, sur base du fait que la première exsanguinotransfusion a bien fonctionné en termes immunohémato, c'est-à-dire que sa raille était négative, et donc les anticorps étaient toujours là, mais sous le seuil de détection technique, eh bien, on a décidé de passer en O-neg, parce qu'on n'avait plus de poche RH nul forcément, et donc on a procédé, et donc fourni les poches pour faire une 2e exsanguinotransfusion très rapidement, en urgence, avec 2 poches O négatives. Et donc, la bilirubine, après ça, s'est stabilisée et la conjugaison de la bilirubine a augmenté. Et malheureusement, à cause d'une hémorragie pulmonaire, ce bébé a dû être transfusé 2 fois dans les premiers jours de sa vie. Alors, on a également suivi la maladie hémolytique en réalisant des Coombs directs tout au long des premiers jours de sa vie. Et on voit ici que les Coombs directs sont négatifs, mais ce sont des Coombs directs qui ont été réalisés juste après exsanguinotransfusion. Et donc, on voit que dès le lendemain, le Coombs direct s'est de nouveau positivé, et donc avec des rails négatives. Et donc, c'est forcément, certainement la persistance des anticorps maternels dans le sang du bébé, mais la question de l'allaitement s'est également posée, étant donné qu'il y a des anticorps dans le lait maternel, et donc la maman pompait son lait et le bébé recevait du lait par sonde. Et donc, est-ce que ces anti-RH29 étaient bien présents dans le lait, et est-ce que ça participerait à une prolongation de la maladie hémolytique du bébé? Sous l'idée de la néonate, on a également testé du lait pasteurisé pour voir si cela avait un impact sur la présence des anticorps. Et donc, on a réalisé des recherches d'anticorps irréguliers sur le lait maternel, pasteurisé et non pasteurisé. Et on observe exactement la même image que dans le plasma de la maman. Toutes les réactions sont positives, et donc il y a bien un anticorps public. Et maintenant, est-ce que c'est l'anti-RH29? Eh bien, on a procédé à une compacte entre les globules rouges RH nul, donc sans RH29, et le lait maternel. Et les réactions étaient bien négatives, donc ce qui prouve finalement la présence de l'anti-RH29 dans le lait maternel. Maintenant, dans la balance bénéfice-risque, le bébé finalement ne digérait pas grand-chose de ce lait maternel, et au niveau psychologique, la maman ressentait le besoin d'allaiter, et donc l'allaitement a été poursuivi.
Voilà, donc à l'heure actuelle, le bébé est stable, malgré un ictère assez important. Il respire à l'air libre, il est extubé. Et la maman va également très bien. Maintenant, le point important, ce sera un management par un hématologue pour essayer de gérer son maladie, son hémolyse chronique et implémenter des autodons à la Croix-Rouge de manière régulière. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'effectivement, les phénotypes RH sont des phénotypes extrêmement rares mais qu'il existe d'autres phénotypes, d'autres groupes sanguins extrêmement rares. Et ces personnes à qui il manque également des antigènes publics peuvent nous poser énormément de soucis s'ils s'immunisent et qu'ils développent des antipublics après transfusion ou durant une grossesse. Et le management finalement de ces femmes enceintes alloïnisées avec des anticorps antipublics, vous l'avez vu, nécessite un suivi et une prise en charge multidisciplinaire parce qu'on est face à deux soucis, deux problèmes et deux patients, donc le bébé avec la maladie hémolytique fœtale et la maman avec son besoin éventuel de transfusion à l'accouchement. Il est important d'avoir un diagnostic précoce chez ces patients parce que dans le cas d'une alloimmunisation, on pourrait organiser des autodons en tout début de grossesse, mais malheureusement ici, ce n'a pas été le cas. Voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont occupées de cette maman et ce bébé, que ce soit au niveau clinique et au niveau laboratoire. Voilà, si vous avez des questions.